S'il y a bien un sujet populaire en ce moment dans le monde des cryptos, c'est les airdrops. Il y en a à tous les coins de rue littéralement, et ces derniers semblent se multiplier depuis quelques mois. Mais est-ce que c'est aussi facile que ça? Je vous le dis tout de suite, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Parce que les airdrops, c'est quelque chose de très incertain, c'est de la pure spéculation. Oui, quand on essaye d'avoir un airdrop, on a bien une idée de ce qu'il faut faire, mais faut-il encore le faire dans les temps, avec suffisamment d'argent? Et en plus de ça, plus il y aura d'airdrops qui tomberont, plus les critères vont évoluer, et pas dans le bon sens, puisqu'ils vont avoir tendance à se complexifier. Dans cette vidéo, on va voir comment farmer des airdrops aujourd'hui, mais on va voir aussi comment ça pourrait évoluer à l'avenir. Déjà, on va essayer de ne pas griller les étapes. Un airdrop, c'est quoi? L'idée que l'on a tous, je pense, c'est une distribution gratuite d'argent sous forme de crypto, de tokens. Dans l'idée, c'est vrai, mais il faut surtout savoir ce qui pousse un projet à faire un airdrop. Parce que distribuer de l'argent gratuitement, ça paraît un peu bizarre, non? Même sous forme de crypto. Il faut savoir qu'il n'y a pas une seule raison universelle qui pousse tous les projets à faire leur airdrop. En fait, il y a 3 raisons selon moi, et on va commencer par la plus importante, je pense, c'est le fait de décentraliser la gouvernance d'un projet. Les airdrops, c'est plus ou moins une branche de la DeFi, la finance décentralisée. Et un truc incontournable dans ce petit monde de la DeFi, c'est la gouvernance. C'est un peu comme la démocratie, mais en mieux. La gouvernance, c'est le fait de pouvoir voter sur l'avenir d'un projet, les nouvelles fonctionnalités qui vont être implémentées, et ça se fait très souvent à l'aide d'un jeton. Sur la blockchain Cosmos, par exemple, ceux qui stake leur jeton Atom ont le droit de participer à la gouvernance et de voter sur les différentes décisions à prendre. Il y a quand même un problème avec ce modèle, c'est que si une adresse ou plusieurs adresses détiennent la majorité des tokens en circulation, la majorité du pouvoir de vote, elles peuvent influencer les décisions. Et dans le pire des cas, c'est même possible que ces adresses prennent le contrôle de la gouvernance et fassent passer littéralement tout ce qu'ils ont envie de faire passer et refusent tout ce qu'ils ont envie de refuser. Forcément, cette gouvernance avec un token, c'est pas le modèle parfait, mais c'est plus ou moins ce qui s'est démocratisé dans la DeFi. Et du coup, l'airdrop, ça reste toujours une bonne manière de décentraliser comme ça la répartition d'un jeton. Puisqu'en faisant un airdrop, le projet va distribuer des jetons à plein d'adresses différentes, ce qui va permettre d'éviter un monopole et du coup de décentraliser plus ou moins la gouvernance. Un des premiers et des principaux projets qui a fait un airdrop pour décentraliser sa gouvernance, c'est Uniswap. Et j'ai un petit fun fact par rapport à Uniswap, c'est que c'était un des airdrops les plus faciles à farmer de l'histoire, puisque littéralement toutes les adresses qui avaient interagi de près ou de loin avec Uniswap avaient été éligibles à l'airdrop d'Uniswap. Et on parle quand même de plusieurs centaines de tokens unis, et certains en ont eu sur plusieurs adresses différentes. Après cet airdrop d'Uniswap, les projets ont très vite compris que s'ils voulaient faire un airdrop, il y allait avoir beaucoup de farmers dessus, donc on a vu apparaître au fur et à mesure des critères de plus en plus compliqués. Pour Arbitrum par exemple, il y avait plusieurs critères différents avec des niveaux à chaque fois, et chaque case que vous cochiez vous apportait des points. De mémoire, il fallait 8 points pour être éligible à l'airdrop d'Arbitrum, et plus vous aviez de points, plus vous aviez un airdrop conséquent. Et même si Arbitrum a sa gouvernance, ils ont eu un autre intérêt à faire leur airdrop, c'est de bâtir une petite trésorerie. Bah oui, vous vous doutez bien qu'en créant leur propre token, ils s'en sont alloués une bonne partie, et la DAO d'Arbitrum détient aujourd'hui plusieurs milliards de dollars de jetons Arbitrum. Cette notion de se bâtir un trésor de guerre, pour moi c'est la deuxième raison qui pousse un projet à faire un airdrop, et forcément ce n'est pas incompatible avec le fait de lancer une gouvernance, puisqu'Arbitrum a fait son airdrop pour les deux raisons selon moi. Mais le cas d'Arbitrum est vraiment particulier. Ils ont un certain passif avec leur gouvernance, puisque le tout premier vote de gouvernance qu'il y a eu sur la DAO d'Arbitrum, c'était de savoir s'ils avaient le droit de vendre une partie de token Arbitrum ou pas. Bien évidemment, les gens ont voté non, ils ne voulaient pas qu'Arbitrum aille dumper des tokens, et Arbitrum n'a pas écouté la gouvernance. Ils ont quand même envoyé quelque chose comme 50 millions de tokens Arbitrum sur des exchanges, et il ne me semble pas qu'ils aient tout vendu, je pense qu'ils en ont vendu quand même une partie, mais dans le principe, même s'ils n'ont rien vendu, ils n'ont quand même pas écouté la décision de la gouvernance, parce que ça, j'en suis sûr à 100%, ils ont envoyé des tokens Arbitrum sur des exchanges. Après, je suis rancunier envers Arbitrum, c'est mon problème, mais je suis à peu près sûr qu'ils ont quand même décidé de lancer un token pour se créer une petite trésorerie. En fait, le choix de l'airdrop dans le cas d'Arbitrum, c'était un peu du marketing, parce que juste après cet airdrop, il y a beaucoup d'argent qui est entré sur le réseau Arbitrum. Mais dans ce cas, l'aspect marketing, il est après l'airdrop. On fait un airdrop pour mettre un petit peu, braquer les lumières sur nous en espérant que ça attire d'autres gens. Il y a des projets qui font l'inverse, qui promettent un airdrop
pour attirer les gens. Et forcément, ça marche super bien dans certains cas. Suffit de voir Blast, qui est une blockchain qui n'existe pas encore au moment où je fais ma vidéo. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'ils ont déjà plus d'1 milliard de dollars de fonds bloqués sur leur blockchain qui n'existe pas. Ça, c'est quand même fou et ça montre que le marketing, ça marche bien en ce moment avec les airdrops. Cette troisième raison qui pousse un projet à faire son airdrop, le marketing du coup, je trouve que c'est la pire raison. Parce que je vois vraiment pas comment ça peut durer dans le temps. Plus on va être persuadé que quelque chose arrive, et moins on sera surpris quand ça va arriver. Et c'est toute la magie, toute la beauté qu'il y avait avec les airdrops, c'est que on n'est pas certain que ça va arriver. On a carrément des systèmes à points qui sont apparus il n'y a pas très longtemps. Sur le papier, c'est pas une si mauvaise idée, ça permet de se situer facilement quand on est en train de farmer un airdrop, mais c'est justement ça le problème. Si tout le monde sait comment farmer tel airdrop, tout le monde va essayer de le faire. Et en plus, pourquoi s'embêter avec un seul wallet? C'est tellement simple de gagner des points. Je vais créer 10 wallets de plus et je vais mettre de l'argent sur toutes ces adresses et je vais aller gagner plein de points. Plus il y aura d'adresses qui farment un projet et plus il y aura de déçus malheureusement. Le pire dans tout ça, c'est que ce système à points, ces systèmes à points, ça avantage les personnes qui sont déjà riches. Puisque quelqu'un de riche, il peut se créer 10 wallets, 100 wallets s'il veut et quand même gagner plus de points que vous avec un seul wallet. Donc ce n'est que mon avis pour l'instant, mais je suis persuadé que tôt ou tard, ces systèmes de points vont disparaître. Et d'ailleurs, peut-être que les airdrops aussi vont disparaître, qu'on va trouver un autre modèle pour lancer un token qui est peut-être mieux qu'un airdrop. Je pense par exemple aux préventes. Il y a plus d'un projet déjà qui a lancé son token grâce à une prévente. Après, si un projet lance justement sa prévente, peut-être que le fait de l'avoir utilisé avant tout le monde, ça nous octroie un avantage sur cette prévente, c'est pas impossible. En tout cas, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et c'est pas bête de garder en tête qu'un jour les airdrops ça pourrait se terminer. C'est cool de gagner de l'argent avec les airdrops, on va pas se mentir, on est quasiment tous là pour ça je pense, mais il y a aussi un aspect de récompenser les utilisateurs fidèles qui ont soutenu un projet depuis le début et c'est dommage, j'ai l'impression qu'on perd un peu cet aspect avec ces systèmes de points et compagnie. Sur ces belles paroles, on va enfin voir comment farmer des airdrops, je pense que j'ai assez tergiversé comme ça. Pour partir à l'aventure, vous allez avoir besoin d'un outil indispensable sur la finance décentralisée, c'est le wallet, le portefeuille en français. Je sais que pour certains, ce que je vais dire, ça va paraître stupide, mais il y a des gens qui pensent qu'on peut farmer des airdrops en restant sur des échangeurs centralisés. Or, c'est pas vraiment possible. En ce moment, on a une grosse hype autour de Celestia et que si on va staker des tokens Celestia, on va avoir plein d'airdrops. C'est pas impossible, il y a déjà des projets justement qui se sont servis de Celestia comme critère d'un airdrop. Sauf qu'il ne faut pas staker ces tokens Celestia sur Binance ou sur un exchange, il faut vraiment les staker sur son portefeuille. Parce que si vos tokens Celestia ils sont sur Binance, c'est Binance qui va toucher des airdrops à votre place en fait, c'est aussi simple que ça. Et ça tombe bien d'ailleurs pour Celestia parce que j'ai fait un tuto sur la galaxie Cosmos il n'y a pas très longtemps. Dans la vidéo, je vous montre comment sortir vos cryptos d'un exchange, quel wallet j'utilise pour staker mes tokens Atom et surtout comment on stake ces tokens. Après j'utilise le Atom dans la vidéo mais ça marche exactement de la même façon avec le Celestia, avec le Osmosis, avec plein d'autres cryptos de l'écosystème Cosmos. Donc si jamais cette vidéo peut vous intéresser, vous la retrouverez dans les fiches et dans la description. Avoir son wallet, avoir sorti ses cryptos d'un exchange, c'est la base et je pars du principe que vous savez déjà faire ça. Mais ensuite, comment on farme un airdrop? Il n'y a pas qu'une manière de faire bien évidemment, mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est d'interagir avec un protocole. Par exemple, sur la blockchain Filecoin, il y a plusieurs projets de liquid staking. Il n'y en a aucun à ma connaissance qui n'a de token, donc pour spéculer sur ces airdrops, j'ai juste à déposer des Filecoins sur ces protocoles de liquid staking. D'ailleurs, je dis rien, mais j'ai prévu de vous faire un petit tutoriel sur Filecoin bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ça. Sur d'autres protocoles, pour farmer un airdrop, on va pouvoir le faire en échangeant des cryptos, en mintant des NFT, en déposant des cryptos dans des pools de liquidité, bref, tout ce qu'on peut faire de basique sur la DeFi. C'est comme ça que je farme les airdrops et c'est un petit peu la manière dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut farmer autrement des airdrops. J'ai déjà vu certains projets récompenser les utilisateurs les plus actifs sur leur groupe Discord par exemple. Clairement, je vous dis pas de rejoindre des groupes Discord dans l'optique de farmer des airdrops. Pour moi, c'est un petit peu une perte de temps parce que c'est très rare les projets qui ont déjà fait des airdrops de ce genre. Mais si vous avez envie de vous intéresser à un projet, c'est quand même une très bonne source d'information d'aller sur le Discord de ce projet. Vous allez apprendre plein de choses. Et si un projet vous plaît vraiment, je pense que c'est pas bête d'interagir sur le Discord. Après, ça se passe souvent en anglais, je sais que ça peut en freiner certains,
Mais voilà, je vous dis pas d'aller farmer absolument des airdrops sur Discord, c'est juste possible. Si vous êtes développeur, il y a plein de choses à faire aussi. Vous pouvez aider à trouver des bugs sur des projets qui sont encore en bêta, qui sont encore en développement. Vous pouvez créer des smart contracts sur certaines blockchains. En fait, c'est la même idée que de farmer un airdrop en étant un utilisateur de la DeFi, sauf que là, on aura un point de vue un peu plus artisanal, on va dire. Forcément, tout le monde n'est pas développeur, malheureusement, mais si vous avez des compétences, ça peut être bien de les mettre un petit peu à profit sur certains écosystèmes. Et enfin, un des derniers moyens à farmer des airdrops, c'est de participer à la sécurité d'un réseau en faisant tourner des nœuds par exemple. Si cette phrase c'était du chinois pour vous, c'est pas grave parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour ceux qui auront compris cette petite phrase, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en plus encore pour farmer des airdrops. Voilà, il n'y a pas de profil type en fait chez le chasseur d'airdrop, on peut se retrouver à faire plein d'activités différentes. On a aussi les quêtes maintenant qui sont apparues sur des sites comme Galaxy et compagnie où on va pouvoir interagir avec certains protocoles, suivre des comptes Twitter, etc. pour gagner diverses récompenses. Peu importe la manière dont vous allez farmer des airdrops, il faut quand même trouver ces projets que vous allez farmer. Ah oui, comment on s'y prend pour ça? Déjà, je me permets de faire un petit rappel. Si vous n'avez pas vu ma trilogie de vidéos sur les 100 airdrops à farmer, je vous invite à aller la voir après cette vidéo. Ça peut déjà vous donner une belle liste de projets à aller farmer. Faites attention quand même, ça reste quand même un contenu d'actualité. Si vous regardez ces vidéos plusieurs mois après leur sortie, il y a des chances que certains projets aient déjà fait des airdrops, qu'on s'y prenne trop tard pour d'autres projets. Donc voilà, faites attention à ça. Un des sites que j'utilise le plus souvent, c'est Crypto Fundraising. Littéralement levée de fonds crypto. Moi aussi au début je pensais que c'était un site qui permettait de comparer le prix des différentes perceuses à percussion. J'étais un peu déçu en sachant que c'était pas ça. En fait sur ce site on peut retrouver les différentes levées de fonds qu'il y a eu sur des projets crypto. Voilà, je m'y attendais pas du tout. Bref, sur cette blague de mauvais goût, l'interface de Crypto Fundraising est plutôt simple à prendre en main. C'est sympa, on peut voir les derniers projets qui ont levé de l'argent. Dans le lot, il y en a qui ont déjà des tokens, bien sûr. Il y a des projets qui lèvent encore des fonds pour du développement ou quoi que ce soit. Et il y a aussi des projets dont j'ai littéralement rien à foutre. Donc pourquoi je m'intéresse quand même à ce site alors que je vais retrouver plein de projets qui ne m'intéressent pas? Eh ben, faut savoir un truc, c'est que derrière tous les airdrops, il n'y a pas forcément eu de levée de fonds, mais derrière les airdrops les plus intéressants, il y a toujours un projet qui a levé des fonds. Et par airdrop intéressant, j'entends ceux qui valaient une somme à 3, 4, voire même 5 chiffres. Et c'est pas étonnant que ces projets aient levé des fonds pour permettre de faire un aussi gros airdrop, puisque ça coûte de l'argent de faire un airdrop, il y a plein de choses à payer. Déjà, il y a un emploi fictif à financer, c'est le gars qui va pondre les tokenomics d'un projet. Parce que oui, tous ces camemberts que vous voyez avec la répartition des tokens, ça a été fait par un expert la plupart du temps, il a été rémunéré pour ça. Alors qu'en ce moment, en plus, il y a plein de projets qui nous balancent exactement les mêmes tokenomics. Je trouve que c'est clairement de la branlette intellectuelle de se faire payer pour pondre un camembert avec une répartition de tokens. Je suis là pour dénoncer aujourd'hui, désolé s'il y a des experts en tokenomics, mais je trouve que c'est un emploi fictif. Ensuite, pour les projets, il y a des vraies dépenses à avoir, comme le fait d'être listé sur un exchange, même si les exchanges, ils ont intérêt à lister certaines cryptos parce qu'ils savent qu'ils vont faire plein de volume dessus, c'est pas forcément gratuit pour un projet de se faire lister. Et généralement, quand on va voir un projet qui va être listé sur Binance, croyez-moi, ils ont fait un beau chèque à Binance pour pouvoir être listé. Après, il y a plein d'autres petites dépenses à côté. Forcément, les levées de fonds, ça sert aussi à payer les gens qui travaillent sur un projet, parce que c'est pas des bénévoles. Et parfois, on peut même retrouver des influenceurs qui sont payés pour parler de certains projets. C'est quand même assez rare quand on va parler des gros airdrops qui ont levé des dizaines ou des centaines de millions de dollars de fonds, mais je suis à peu près sûr que c'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert à toute proposition commerciale. Bref, c'est clairement un avantage pour un projet d'avoir levé des fonds parce que ça permet vraiment de tout financer. Donc quand je cherche des airdrops à farmer, je vérifie toujours s'il y a eu des fonds qui ont été levés. Ça ne veut pas dire que s'ils n'ont pas levé d'argent, le projet sera nul, il ne faut pas aller le farmer. Il y a des exemples de projets qui ont super bien marché sans avoir levé de fonds. Et à l'inverse, il y a des projets qui lèvent beaucoup d'argent et qui au final sont quand même des catastrophes, finissent par disparaître et n'ont même pas fait d'airdrop. C'est quand même plus rare les projets qui ont levé de l'argent, qui ont promis des airdrops et qui n'ont rien fait. J'ai pas beaucoup d'exemples à vous citer à vrai dire, mais ça existe quand même, il faut pas le nier. En tout cas, pour ceux qui iront sur Crypto Fundraising après cette vidéo, j'ai quand même une petite astuce pour vous, c'est d'utiliser les filtres. On peut mettre par exemple un minimum d'argent qui a été levé pour avoir uniquement les gros projets, on va dire. Et le truc le plus utile, c'est qu'on peut trier par catégorie. Si vous vous intéressez à un domaine en particulier, c'est vachement utile cette fonctionnalité. Un truc qui est important quand même, c'est de diversifier ses sources.
C'est pas impossible qu'un jour il y ait de fausses données sur Crypto Fundraising ou tout simplement qu'un projet ne soit pas répertorié dessus. Donc en plus de Crypto Fundraising, j'utilise deux sites. Le premier c'est Dropstab. Dessus on a une section qui s'appelle Funding Rounds, donc levée de fonds littéralement, et on retrouve plein de levées de fonds. Il y a plein d'autres choses à faire d'ailleurs sur ce site. C'est pas impossible qu'un jour ça fasse l'objet d'une vidéo dédiée. On sait jamais. Et le troisième site dont j'ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, c'est DeFi Lama. Celui-là, c'est carrément une mine d'or, il y a tellement d'outils dessus, et on a entre autres la section Raises, donc lever en français. Et la petite particularité, quand on est sur DeFi Lama, c'est qu'on a un petit graphique avec l'argent qui a été levé sur chaque mois. C'est une petite plus-value par rapport aux autres sites, mais ça permet quand même d'avoir une idée rapide de si les investisseurs s'intéressent beaucoup aux cryptos ou pas. Et tant qu'on est sur DeFi Lama, je ne me sers pas que des levées de fonds pour faire mes recherches autour des airdrops. Sur ce site, on a une catégorie qui est toute trouvée, c'est la section airdrop. L'idée derrière cette catégorie airdrop, c'est de lister tous les projets que DeFi Lama connaît et dont il est persuadé qu'il n'y a pas de token dessus. Ma phrase, elle est tournée assez bizarrement, c'est tout simplement parce que sur cette section airdrop, on va retrouver des projets qui ont déjà leur token, d'autres qui sont complètement absurdes et qui n'ont aucune raison de lancer un token. Et enfin, on retrouve plein de protocoles qui sont complètement morts, sur lesquels il n'y a même pas 1000 $, il n'y a même pas 10 $, parfois il n'y a même pas $1 de liquidité. Donc à première vue, cette page, elle est pas terrible, hein. On va se retrouver avec plein de projets qui nous intéressent pas du tout. Heureusement, on va pouvoir utiliser des filtres pour faire du tri dans tout ça. Je commence par mettre un filtre de TVL. Je le mets généralement à 1 million de $ et ça me permet d'éliminer tous les petits protocoles sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'argent. Parfois dans les protocoles qui n'ont même pas 1 million de $, il y a des pépites cachées qui ne demandent qu'à être découvertes, mais la plupart du temps, c'est des projets qui sont pas terribles. Donc ce filtre, je le trouve assez pertinent. Un autre truc qui sera utile pour tout le monde, je pense, ça va être de trier par blockchain. Si vous êtes intéressé que par 2 ou 3 blockchains, ça sert à rien de voir les projets qu'il y a sur toutes les blockchains de répertoriés par DeFi Lama. Autant trier que par les écosystèmes qui vous intéressent. Et forcément, en choisissant que quelques écosystèmes, ça permet de faire un sacré tri d'un coup. Mais c'est pas tout, on peut aussi trier par l'argent qui a été levé. Ça fait écho à ce qu'on a vu avant. Le fait de trier par levée de fonds, c'est plutôt intéressant, on va voir les projets qui ont le plus de potentiel en premier, ce qui veut pas dire que les projets en dessous n'ont pas de potentiel du tout, et en plus des fois DeFi Lama ne sait pas que certains projets a fait une levée de fonds. Et en plus de tout ça, de tous ces filtres qu'on a vus, on peut aussi trier par catégorie. C'est plutôt pas mal quand on recherche des protocoles d'une catégorie en particulier, ça va se mettre dans l'ordre alphabétique, il y a juste à descendre jusqu'à la catégorie qui nous intéresse. J'ai déjà utilisé ce filtre pour chercher que des projets de liquid staking par exemple. Bref, je vais pas vous faire la présentation de tous les filtres qui existent sur DeFi Lama, on a vu les plus pertinents. Si vous avez envie de creuser un peu plus, de toute façon vous avez le lien dans la description. Mais ça reste quand même une mine d'or et je pense que je peux le dire sans me tromper, mais c'est probablement la base de données sur la DeFi la plus complète qui existe au monde. Et c'est utilisable gratuitement. Franchement, c'est plutôt cool. Pour conclure cette vidéo, on a vu un peu toutes les bases autour des airdrops. Ce que c'est un airdrop, comment farmer, comment chercher des projets pour farmer des airdrops. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller farmer des airdrops, a priori, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de vous y mettre. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est qu'on y va à l'aveugle quand on farme des airdrops. Peu importe que ce soit des trucs avec des systèmes à points ou quoi, on n'est jamais sûr de quelque chose. Et même si a priori, plus on utilise un projet, plus on a de chances d'être éligible à un airdrop, dans la pratique, c'est pas aussi facile que ça. On vous dit tout le temps sur les réseaux sociaux que vous allez devenir riche en faisant juste quelques transactions, mais il y a toute une histoire de timing à avoir, aussi d'argent à avoir, c'est triste mais c'est comme ça. Et peut-être même qu'à l'avenir, on sera obligé de prouver notre identité d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être éligible à un airdrop. Cette vérification d'identité, ça limiterait les gens qui essayent de farmer des airdrops avec plusieurs wallets, parce que je suis sûr que dans les gens qui regardent cette vidéo, il y en a bien un qui a farmé des airdrops avec plusieurs wallets. Je te vois là, petit malin. Après, j'ai un peu de mal avec la vérification d'identité. J'espère honnêtement que ça ne deviendra pas un critère obligatoire et qu'au pire des cas, ce sera un critère supplémentaire pour avoir un meilleur airdrop. C'est qu'une hypothèse, bien sûr, hein, j'ai aucune certitude que ça peut se passer comme ça, mais bon, ça ne m'étonnerait pas parce que maintenant, tout se monétise. Alors pourquoi pas une vérification d'identité? Je suis bête, ça se monétise déjà. Il y a des gens à l'autre bout du monde qui vous vendent des copies de leur carte d'identité pour 30 €. On a aussi des scores qui reflètent notre activité sur la blockchain et qui permettent de déterminer si on est plus ou moins humain. Ce genre de score, il commence déjà à être utilisé pour certains airdrops et je ne serais pas étonné qu'à l'avenir, il se complexifie encore plus.
À votre avis, ça ressemblera à quoi la chasse à l'airdrop dans le futur? Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je suis très curieux de lire tout ça. Merci d'être resté jusque là, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à aller voir la description, j'ai vraiment mis tous les liens utiles dedans et je le fais sous toutes les vidéos. Et bien évidemment, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!